La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 20.2. Le dessein, suite. Si l'on ne tenait pas compte de son avertissement, s'écriait de Luchet, il y aurait une série de désastres dont la fin se perd dans l'obscurité des temps, un feu souterrain couvant éternellement et éclatant périodiquement en explosions violentes et dévastatrices. Les événements des 165 dernières années ne furent pas mieux décrits que dans ces paroles de Luchet, qui les avait prédits. Il prévit également le mécène, libéral et progressiste, de la Révolution, qui devait grandement aider à provoquer les explosions violentes et dévastatrices de ces 165 années. Il y a trop de passions qui voient un intérêt à soutenir le système des Illuminés, trop de dirigeants trompés, s'imaginant eux-mêmes éclairés, prêts à précipiter leur peuple dans l'abîme. Il prévit la force et l'emprise ininterrompue de la conspiration, les chefs de l'ordre n'abandonneront jamais l'autorité qu'ils ont acquise ni le trésor dont ils disposent. De Luchet appela la franc-maçonnerie à nettoyer ses écuries tant qu'il en était encore temps. Ne serait-il pas possible de diriger les francs-maçons eux-mêmes contre les Illuminés, en leur montrant que pendant qu'ils travaillent à maintenir l'harmonie dans la société, les autres sèment partout les graines de la discorde et préparent la destruction finale de leur ordre? 165 ans plus tard, en Grande-Bretagne et en Amérique, les hommes appelèrent leur gouvernement en ces termes exacts, et tout aussi vainement, à purger les fonctions et services publics en expulsant les Illuminés, appelés alors communistes. La portée de la prédiction de Luchet est donnée par le fait qu'il écrivait en 1789, alors que la Révolution française était à peine une révolution, elle était universellement considérée comme une simple réforme modérée et salutaire qui laisserait au monarque un pouvoir raisonnable, corrigerait des maux évidents et établirait la justice et la liberté pour toujours dans une France heureuse et régénérée. C'était encore la croyance générale en 1790 lorsque, de l'autre côté de la Manche, un autre homme vit la vraie nature de la Révolution et prédit avec une étrange exactitude le cours des événements, pour citer M. John Morley, son biographe plus d'un siècle plus tard. Edmund Burke, un Irlandais, fut l'un des plus grands orateurs que la Chambre des communes britannique ait jamais connu. Le temps est le révélateur de la qualité d'un tel homme et, au fil des années, les expressions utilisées dans son attaque contre la Révolution française résonnent encore plus magnifiquement, comme dans le cas de Luchet. Ce qui est frappant est que cette attaque fut publiée en 1790, alors que les noms de Robespierre et de Danton étaient à peine connus, avant que le mot « République » n'ait été entendu, alors que le roi attendait avec impatience de longues années de règne constitutionnel. Alors que la France entière célébrait joyeusement l'amélioration pacifique qui venait d'être réalisée, l'ombre du doigt tendu de Burke traversa soudainement cette scène heureuse, pointant, comme un prophète inspiré, vers la ruine prochaine. Son biographe dit, il n'est pas étonnant que quand le nuage éclata et que la ruine fut accomplie, des hommes se tournèrent vers Burke comme ils se tournaient autrefois vers Aïtoph, à qui ils demandaient conseil comme s'ils demandaient l'oracle de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas l'image exacte de ce qui se produisit quand l'avertissement de Burke se réalisa. De nombreux hommes se retournèrent contre Burke, et non vers lui, précisément parce qu'il avait dit la vérité. En effet, le pouvoir que la conspiration, même à cette époque, exerçait sur la presse et le débat public est très clairement montré dans la manière dont la flatterie à son égard se transforma subitement en attaque et en diffamation après qu'il eut publié ses réflexions sur la Révolution. Les Illuminés et les organes et orateurs, libéraux et progressistes, contrôlés par ces derniers avaient beaucoup compté sur Edmund Burke, car il avait soutenu la cause des colons américains une décennie plus tôt. Comment pouvait-il soutenir une révolution et en attaquer une autre, demandèrent-ils avec colère, et Burke fut l'objet d'une attaque générale que la presse unie, à notre époque, garde en réserve pour tout homme qui exige publiquement une enquête sur le communisme au sein du gouvernement. Si Burke avait suivi la ligne progressiste et avait prétendu que la Révolution française aiderait l'homme du commun, la flatterie à son égard aurait continué, mais dans ce cas, rien de ce qu'il eût dit n'aurait eu de valeur durable, ou ne serait resté dans les mémoires aujourd'hui. Les choses étant ce qu'elles sont, les paroles inspirées de son attaque contre la Révolution ont la lueur impérissable de l'or, elle sent étaler cette sensibilité de principe, cette chasteté d'honneur, qui ressentait la souillure comme une blessure.
L'âge de la chevalerie a disparu. Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé, et la gloire de l'Europe s'est éteinte pour toujours. Si ces mots, eux aussi, étaient une prophétie inspirée, et en 1955, il semble plus exact qu'ils ne l'étaient même en 1790, au moins, la chrétienté et l'Occident trouvèrent en Raymond Burke un pleureur éloquent et noble. Car il connaissait la différence entre les révolutions, aussi clairement qu'il vit la véritable nature de l'événement de France. Il n'était pas près d'être embobiné par le fait que quelqu'un avait qualifié trompeusement de révolution, une guerre coloniale des indépendances, menée par des propriétaires terriens. En véritable ami de la liberté, il avait soutenu l'offre des colons de s'autogérer et d'être maîtres chez eux. Il n'y avait pas la moindre ressemblance entre leurs motivations et celles des hommes secrets qui, comme Burke le décela, étaient derrière la Révolution française. Il tendit donc un doigt accusateur et ne tint aucun compte des reproches des libéraux et des progressistes, tout comme il n'avait pas tenu compte de leur flatterie auparavant. Edmund Burke savait assurément que leur éloge n'avait alors pas été animé par une quelconque sympathie pour les marchands de Nouvelle-Angleterre ou les planteurs du Sud. En Amérique, à ce moment-là, le sentiment général à propos de l'événement en France était une sensation d'illusion, provoquée par la confusion des idées que Burke rejetait. Il y avait, pour lors, la notion populaire qu'une autre révolution bienveillante s'était produite, quelque peu semblable à la Révolution américaine. Il y eut une frénésie française, transitoire, où les Américains portèrent des cocardes et des bonnets phrygiens, dansèrent, festoyèrent et défilèrent sous des drapeaux français et américains entremêlés, et crièrent « Liberté, égalité, fraternité ». Avec la terreur, cette phase d'illusion fut suivie d'une phase de dégoût et d'horreur. Les leaders jacobins dirigèrent la terreur et, comme de bons illuminés, ils utilisaient des pseudonymes classiques tels que l'avait initié Spartacus, Weishaupt lui-même, Chomet était Anaxagora, Cloutz, décrit comme un baron prussien, était Anarcharcie, Danton Horace, Lacroix Publicola et Roncin Scaevola. Lorsqu'ils eurent réussi la phase Kerensky, ces terroristes exécutèrent fidèlement le plan des Illuminati, et par le meurtre d'un roi et la profanation des églises, exprimèrent les deux notions principales de ce plan, la destruction de tout gouvernement légitime et de toute religion. Cependant, ils n'étaient eux-mêmes que des outils, car un contemporain, Lombard de Langres, écrivit sur cette convention la plus secrète qui dirigea tout après le 31 mai, un pouvoir occulte et épouvantable dont l'autre convention était devenue l'esclave et qui était composée des principaux initiés de l'illuminisme. Ce pouvoir était au-dessus de Robespierre et des comités du gouvernement. Ce fut ce pouvoir occulte qui s'appropria les trésors de la nation et les distribua aux frères et amis qui avaient contribué aux grandes œuvres. C'est cette image d'homme haut placé faisant la volonté d'une secte suprême, dissimulée mais manifestement dirigeante, qui donne à la Révolution l'aspect d'un spectacle de marionnettes démoniaques, joué sur fond de flammes rouges vacillantes dans une odeur de soufre. La Révolution, non pas la Révolution française, quelle que soit la véritable nature de la Révolution anglaise, il n'y a eu depuis 1789 qu'une seule révolution permanente. Il n'y a pas eu d'éruptions épisodiques, déconnectées, en 1848 et 1905 et ainsi de suite, mais des éruptions récurrentes, d'un feu souterrain couvant éternellement, que de Luchet et Burke avaient prédit avant l'événement. Toutefois, ce qui a une grande valeur historique dans les annales de la Révolution française est la preuve fournie par elle de l'utilisation d'hommes dans un but incompris de ceux-ci. Ceci donne à la Révolution, jadis et maintenant, son empreinte singulière et satanique, elle est, comme Lombard de Langres l'écrivit, le code de l'enfer. Alors que la Révolution déclinait, trois hommes émergèrent, en France, en Angleterre et en Amérique, qui virent clairement trois choses la concernant. Ils virent que son cours avait suivi le diagramme révélé par les documents Illuminati en 1787, que cette société secrète avait été capable, au travers de la franc-maçonnerie, de la provoquer et de la diriger, et que la Ligue secrète des conspirateurs, avec son plan ininterrompu pour la Révolution mondiale, avait survécu et préparé les prochaines explosions violentes et dévastatrices, prédites par de Luchet.
Ces trois hommes étaient l'abbé Baruel, jésuite et témoin oculaire de la Révolution, le professeur John Robison, un scientifique écossais qui pendant plus de 20 ans avait été secrétaire général de la Société royale d'Édimbourg, et le révérend Jedediah Morse, ecclésiastique et géographe de Nouvelle-Angleterre. Il était tout trio des hommes distingués. Les ouvrages de l'abbé Baruel et du professeur Robison, et les sermons du révérend Morse, tous de 179 798, recurrent de nombreuses éditions et sont encore indispensables aux étudiants de notre époque. Leurs œuvres et leurs paroles attirèrent énormément l'attention du public et ils furent soutenus depuis Philadelphie par William Cobbett. Dans son journal Porcupines Gazette, il semble que M. Cobbett fut conduit à l'exil par le même pouvoir occulte qui avait entrepris de détruire messieurs Baruel, Robison et Morse. Le verdict de l'abbé Baruel sur ce qui s'était produit était identique à la prophétie de Luchet auparavant, et à l'analyse de Lord Acton beaucoup plus tard. Nous démontrerons que, même pour les actes les plus horribles commis pendant la Révolution française, tout fut prédit et déterminé, combiné et prémédité, qu'ils furent le résultat d'une infamie mûrement pensée, puisqu'ils avaient été préparés et produits par des hommes qui possédaient seuls la clé de ces complots et conspirations, se cachant dans les réunions secrètes où ces derniers avaient été conçus. Bien que les événements quotidiens ne semblent pas avoir été combinés, il existait néanmoins un agent secret et une cause secrète, provoquant chaque événement et détournant chaque circonstance vers le but longtemps recherché. La grande cause de la Révolution, ses caractéristiques principales, ses crimes atroces, resteront toujours une chaîne continue d'infamie profondément ancrée et préméditée. Les trois hommes en arrivèrent à la même conclusion, une conspiration anti-chrétienne, pas seulement contre les rois, mais contre chaque gouvernement, contre toute société civile, même contre toute propriété quelle qu'elle soit. Abbé Baruel, une association a été formée dans le but exprès de déraciner tous les établissements religieux et de renverser tous les gouvernements existants d'Europe. Professeur Robison, le but exprès est de déraciner et supprimer le christianisme, et de renverser tous les gouvernements civils. Monsieur Morse. Ils convinrent que ce qui était arrivé n'était pas simplement un épisode en France, né de circonstances françaises, mais l'œuvre d'une organisation au plan continu dans tous les pays, un plan universel. Ils convinrent que cette organisation était la société secrète des Illuminati, qu'elle avait inspiré et contrôlé la phase terroriste de la Révolution, qu'elle avait survécu et qu'elle était établie et forte en Angleterre et aux États-Unis. L'abbé Baruel en particulier donna un avertissement sur ce dernier point. Les paroles et les écrits de ces trois hommes furent soutenus par les hommes publics importants de leur époque, et furent si pleinement corroborés par les événements, particulièrement à notre siècle, qu'historiquement, ils servent simplement à montrer que la Révolution mondiale fut reconnue par certains, et son déroulement futur prédit, au moment de sa seconde apparition en Occident. Les efforts de ces trois hommes furent tout aussi vains à prévenir les ravages qui seraient provoqués plus tard par la conspiration, et c'est pourquoi les arguments de messieurs Baruel, Robison et Morse présentent un intérêt particulier. Ce qui leur arriva prouve de manière plus concluante que n'importe laquelle de leurs propres paroles la chose même qu'ils s'efforcèrent de démontrer, l'existence et la puissance d'une société secrète travaillant, dans tous les pays, aux desseins destructeurs qu'ils décrivaient. Messieurs Baruel, Robison et Morse furent couverts d'injures. À leur époque, les journaux n'en étaient qu'à leurs premiers balbutiements et appartenaient d'ordinaire à un seul homme, qui en était également l'éditeur. Il devait donc être beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui de prendre le contrôle d'une grande partie d'entre eux. L'attaque concentrée portée contre les trois hommes, dès l'instant où ils dirent que l'illuminisme avait provoqué la Révolution française et qu'il existait toujours, démontre que même en 1797, les illuminés contrôlaient de façon effective la presse en Amérique et en Angleterre. Ce fut l'une des découvertes les plus surprenantes accomplies grâce aux recherches qui ont permis d'écrire ce livre. À mon époque, j'ai été forcé de me rendre compte que ce contrôle existe et qu'un auteur qui écrit sur la Révolution mondiale dans l'esprit d'Edmond Burke verra toutes les voies de la publication se fermer à lui. Madame Nesta Webster relate la même expérience.
quand elle commença à écrire sur la Révolution, au début des années 1920, un célèbre éditeur londonien lui dit « Rappelez-vous que si vous adoptez un parti anti-révolutionnaire, vous aurez tout le monde littéraire contre vous. » Elle dit qu'elle trouva cela extraordinaire, mais constata alors par l'expérience que l'éditeur avait raison, et mon observation a été identique. Cependant, je pensais que c'était une condition apparue au cours des 30 dernières années, jusqu'à ce que j'étudie l'histoire de messieurs Baruel, Robison et Morse, je constatai alors que, le monde littéraire dans son ensemble, était tombé sur eux comme un seul homme en 1798, alors que la terreur était récente. Rien ne m'a si clairement démontré que la ligne qui part de l'illuminisme de 1789 pour arriver au communisme d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une ligne d'héritage, la même organisation poursuit le même but avec les mêmes méthodes, et même avec les mêmes mots. Il y avait une autre chose curieuse à propos de l'attaque envers ces trois auteurs qui avaient adopté un parti anti-révolutionnaire. Peu après qu'ils eurent attiré l'attention du public, les attaques dans les journaux commencèrent, des attaques presque toujours anonymes. Elles utilisaient exactement le même langage, un double langage, que celui utilisé aujourd'hui dans des attaques semblables. Les trois hommes furent accusés d'entamer une chasse aux sorcières, d'être des fanatiques et des alarmistes, de persécuter la liberté d'opinion et la liberté d'enseignement, de déformer la pensée libérale et progressiste et autre chose du même genre. Après cela, l'attaque se poursuivait en calomnies et insinuations haineuses, et j'ai souvent retrouvé certaines expressions récurrentes qui furent employées dans la campagne menée contre un membre du Conseil américain, M. James Forrestal, en 1947 à 49, on disait leur vie privée dissolue et leurs habitudes financières louches, tout cela pour finir par l'insinuation familière qu'il était fou. Cette insinuation est fréquente aujourd'hui, dans les étapes culminantes d'une campagne contre n'importe quel personnage anti-révolutionnaire, elle est manifestement considérée comme une médecine particulièrement puissante dans le domaine de la diffamation. Cette forme particulière d'attaque pourrait trouver sa source originelle dans le Talmud, qui l'utilise contre Jésus. L'Encyclopédia juive, dans son article sur Jésus, renvoie ses lecteurs à l'ouvrage d'un auteur juif qui est d'avis que des processus mentaux anormaux ont dû intervenir dans les propos et le comportement de Jésus. En résumé, ces attaques contre messieurs Baruel, Robison et Morse utilisaient un vocabulaire politique limité, identifiable aujourd'hui à celui de la Révolution et de ses agents, et ce vocabulaire est maintenant si rebattu qu'il doit être communiqué à tous les initiés par quelque figure centrale de l'organisation. La campagne dirigée contre fut efficace, si bien que leurs avertissements, tout comme ceux de Burke, furent oubliés des foules. Cependant, la bande secrète, qui doit éprouver envers la vérité la même horreur que le diable éprouve envers la croix, continua à les craindre, si bien que la diffamation continua longtemps bien après leur mort. Déjà, en 1918, l'Université Columbia de New York alloua des fonds pour un travail de recherche coûteux conçu pour démontrer que les Illuminati étaient vraiment morts lorsqu'ils furent proscrits en 1786 et qu'ils ne pouvaient en aucun cas avoir provoqué ou survécu à la Révolution française. Dans cette publication, tous les qualificatifs en stock furent ressortis et utilisés à nouveau, comme si les trois morts étaient des chasseurs de sorcières, encore en vie. En 1918, la révolution russe n'avait qu'un AN, et le moment fut apparemment considéré favorable pour une nouvelle tentative de démontrer que la révolution française n'avait été qu'une affaire indépendante, n'ayant laissé aucune racine qui aurait pu surgir en Russie en 1917. Si messieurs Baruel, Robison et Morse, où qu'ils se trouvassent à l'époque, purent observer ces événements, ils remarquèrent sans nul doute qu'en 1918 et au cours des années suivantes, le communisme avait trouvé dans l'Université Columbia de New York un très bon terrain de chasse. Parmi les malheureux jeunes hommes qui se firent piéger pour la cause, se trouvait M. Whittaker Chambers, dont le repentir et l'avertissement de 1939, s'il avait été pris en compte par le président Franklin Roosevelt, aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et de ce siècle pour le meilleur.
Les deux premiers présidents de la République américaine, bien qu'ils n'aient pas agi efficacement contre la société secrète, en étaient profondément alarmés et savaient très bien que ce que Baruel, Robinson et Morse avaient dit était vrai. L'un des derniers actes de George Washington fut, dans une lettre à M. Morse, d'exprimer l'espoir que son travail aurait une diffusion plus générale, car il contient une information importante, peu connue, en dehors d'un petit cercle, mais sa dissémination serait utile, si elle était répandue dans la communauté. On peut supposer que le général Washington n'aurait pas dit à un Whittaker Chambers d'aller se faire voir ailleurs. Peu de temps auparavant, Washington avait informé un autre correspondant qu'il était tout à fait satisfait que les doctrines des Illuminati et les principes du jacobinisme se soient propagés aux États-Unis. Pour tout dire, cela ne faisait aucun doute, car des sociétés secrètes étaient apparues aux États-Unis en 1793, c'est-à-dire dans les 10 années qui avaient suivi la naissance de la République, sous l'apparence de « clubs démocratiques ». Leur véritable nature fut clairement révélée par l'attitude du ministre français, Genet, à leur égard. Il afficha ouvertement une sympathie similaire à celle que les ambassadeurs soviétiques de notre génération affichent envers les organisations communistes, ou peut-être plus exactement, envers celles qui servent de couverture au communisme. Le rapport entre les ambassades soviétiques et le parti révolutionnaire au sein du pays d'accréditation fut constaté par la masse de preuves. Documentaires recueillis au cours des enquêtes canadiennes et australiennes, respectivement en 1945 à 46 et 1954 à 55. George Washington, alors président en 1794, accusa ces sociétés auto-créées d'avoir provoqué l'émeute insurrectionnelle de Pennsylvanie connue sous le nom de Whiskey Rebellion. L'autorité de Washington était trop grande pour que l'on puisse l'accuser de mener une chasse aux sorcières, et les clubs s'enfoncèrent rapidement dans la clandestinité, mais à partir de ce moment, la présence sur le sol américain d'une organisation œuvrant à la révolution mondiale fut connue de tous ceux qui voulaient savoir et étaient capables de résister au lavage de cerveau de la presse. Le rôle qui, il est vrai, fut joué par le Grand Orient de la franc-maçonnerie, sous infiltration illuministe, dans la Révolution française fit que la franc-maçonnerie américaine se vit aussi suspectée, mais un débat franc sur cette question fut entravé par le fait que le Grand Washington était le chef de la fraternité maçonnique. Les défenseurs de la franc-maçonnerie mirent fortement l'accent sur ce fait, manifestement selon le principe de l'innocence par association, et à l'occasion des obsèques de Washington en 1799, ils firent un grand étalage de leur fraternité avec le héros décédé. Par respect pour lui, plutôt que par une curiosité satisfaite, le débat public déclina alors, mais au moins deux éminents maçons, Amos Stoddard et le révérend Seth Pearson, tout comme le duc de Brunswick en Europe, déclarèrent publiquement que les Illuminati avaient pénétré la franc-maçonnerie et travaillaient sous son nom. Le successeur de Washington, le président John Adams, adressa en 1798 un avertissement sévère à la franc-maçonnerie. La Société des maçons a découvert une science du gouvernement, ou un art de diriger la société, qui lui est particulière, et inconnue de tous les autres législateurs et philosophes du monde, je veux dire non seulement l'habileté de se reconnaître mutuellement par des marques ou des signes que personne ne peut deviner, mais aussi le formidable pouvoir de permettre et de contraindre tous les hommes, et je suppose toutes les femmes, à tout instant, à garder un secret. Si cet art peut être appliqué, pour mettre de côté les maximes ordinaires de la société, et qu'il peut introduire la politique et la désobéissance au gouvernement, et toujours garder le secret, il doit être évident qu'une telle science et de telles sociétés peuvent être perverties à tous les desseins néfastes qui ont été suspectés. Après cette réprimande publique, il est probable que seule la mort de Washington, qui eut lieu l'année suivante, aurait pu apaiser le désir public d'une enquête approfondie. Comme bien souvent dans ces affaires, les opposants à l'enquête profitèrent d'un événement sans aucun rapport qui détourna ou désarma l'attention publique. Néanmoins, le soupçon public dura pendant 3 décennies, et mena à la formation d'un parti anti-maçonnique, en 1827, qui, lors de sa convention d'État dans le Massachusetts, en 1829, déclara « Il y a la preuve d'une connexion étroite entre les ordres supérieurs de la franc-maçonnerie et l'illuminisme français ».
Ce fut quasiment la dernière ruade du parti en faveur de l'investigation, car la convention d'État suivante, qui eut lieu dans le Vermont, en 1830, enregistra la suite dont notre siècle est aujourd'hui devenu familier. L'esprit d'investigation fut rapidement et inexplicablement réprimé, la presse était muette, comme si les voix de la sentinelle étranglée et de toute la population gardaient dans l'ignorance le fait qu'une alarme au sujet de la maçonnerie avait jamais été sonnée. En d'autres termes, les cris de l'appel à l'enquête avaient été couverts, tout comme aujourd'hui, par les cris opposés hurlants « chasse aux sorcières ». De ce moment à aujourd'hui, les Américains n'ont jamais réussi à pousser aucun gouvernement à mener une enquête en profondeur, et l'infiltration du gouvernement et des départements publics a continué, avec des résultats dévoilés seulement en partie par les révélations de 1948 et d'après. La situation en Angleterre s'est révélée similaire. Dans les derniers paragraphes, ce récit a fait un bond de quelques années pour suivre le cours de l'embarras public américain concernant la franc-maçonnerie, jusqu'à sa fin en 1830, le parti anti-maçonnique est en réalité mort en 1840. Le récit retourne maintenant aux répercussions immédiates de la Révolution française et ses conséquences sur le monde. Le président Adams, comme le montre son livre Hoax, était tout à fait informé et persuadé de l'existence d'une conspiration universelle et permanente contre tout gouvernement légitime et toute religion. Il fit l'erreur, naturelle à son époque, de penser que le plan était un plan français, de même que les gens aujourd'hui, sans aucune excuse, parlent de communisme russe, bien que la nature internationale de la révolution se soit révélée depuis longtemps comme évidente, incontestablement. Par sa loi de sédition de 1798, le président Adams essaya de sauvegarder l'avenir de la République, mais le temps a montré depuis que les lois contre les sociétés secrètes et les conspirations, même si elles devraient être promulguées, pour établir l'illégalité de l'entreprise, sont inefficaces pour les contrôler, d'autant que l'organisation secrète a des siècles d'expérience pour se soustraire à de telles lois. La seule mesure efficace contre la conspiration secrète est l'enquête, la révélation publique et le remède, et cela n'a jamais été totalement employé. L'homme public américain qui perçut le plus nettement la forme globale que prendrait l'avenir fut le confident de Washington, Alexander Hamilton. Il laissa parmi ses papiers un mémoire non daté, probablement de 1797 à 1800, qui disait: l'ère actuelle est parmi les plus extraordinaires qui se soient produites dans l'histoire des affaires humaines. Certaines opinions, depuis longtemps maintenant, gagnent peu à peu du terrain, ce sont celles qui menacent les bases de la religion, de la moralité et de la société. Une attaque a d'abord été lancée contre la révélation chrétienne, pour laquelle la religion naturelle fut proposée comme remplacement. L'existence même d'une déité a été mise en doute et niée parfois. Le devoir de piété a été ridiculisé, la nature périssable de l'homme affirmée et ses espoirs limités à la courte durée de son état terrestre. La mort a été proclamée comme un sommeil éternel, le dogme de l'immortalité de l'âme comme une duperie inventée pour tourmenter les vivants pour le bien des morts. Une connivence a été cimentée à tous les niveaux entre les apôtres et disciples de l'irréligion, et l'anarchie. La religion et le gouvernement ont tous deux été stigmatisés comme des abus. On a vu en France le développement pratique de ce système pernicieux. Il a servi de moteur pour corrompre toutes les institutions françaises historiques, civiles et religieuses, avec tous les freins mis en place pour atténuer la rigueur de l'autorité. Il a précipité la France tête la première dans une série de révolutions terribles, qui ont dévasté la propriété, fait des ravages dans les arts, ruiné les villes, désolé les provinces, dépeuplé les régions, rougi son sol de sang, et l'ont noyé dans le crime, la pauvreté et la misère. Ce système terrible a semblé pendant quelque temps menacer de subversion la société civilisée et d'introduire le désordre général parmi l'humanité. Et quoique les maux épouvantables qui furent ses seuls et uniques fruits mirent un frein à son progrès, il est à craindre que le poison ne se soit répandu trop largement et n'ait pénétré trop profondément pour être éradiqué à ce jour. Son activité a été suspendue, mais les éléments demeurent, concoctant de nouvelles éruptions quand l'occasion le permettra.
Il est important de comprendre que l'humanité est loin de la fin des malheurs que ce système est supposé produire, et qu'il présage toujours une longue suite de convulsions, de révolutions, de carnages, de dévastations et de malheurs. Les symptômes de la trop grande prédominance de ce système aux États-Unis sont visibles de manière alarmante. C'est par son influence que des efforts ont été faits pour embarquer ce pays dans une cause commune avec la France, au début de la présente guerre, pour inciter notre gouvernement à approuver et à promouvoir ses principes et opinions détestables avec le sang et le trésor de nos citoyens. C'est par son influence que chaque révolution qui réussit a été approuvée ou excusée, que toutes les horreurs commises ont été justifiées ou atténuées, que même la dernière usurpation, qui contredit tous les prétendus principes de la Révolution, a été considérée avec complaisance, et que la constitution despotique qu'elle a engendrée a été ingénieusement citée comme un modèle digne d'être imité. Dans le développement de ce système, l'impiété et l'infidélité ont progressé à pas de géant. On voit parmi nous des crimes prodigieux jusqu'ici inconnus. Pour nous, contemporains des années 1950, les résultats prédits ici nous sont si familiers que nous avons du mal à réaliser la compétence qu'il fallut, dans les années 1790, pour les prévoir si nettement. De Luchet, avant la Terreur, une série de désastres dont le but se perd dans l'obscurité des temps, un feu souterrain couvant éternellement et éclatant périodiquement en explosions violentes et dévastatrices. À Alexander Hamilton, après la Terreur, les éléments demeurent, concoctant de nouvelles éruptions quand l'occasion le permettra. L'humanité est loin de la fin des malheurs que ce système est supposé produire, une longue suite de convulsions, de révolutions, de carnages, de dévastations et de malheurs. La forme que prendrait notre siècle fut prédite de la manière la plus exacte et la plus claire. Le résultat final de toute cette proscience, en termes de précaution, fut nul. Inutilement, mais massivement, tout arriva tel que ces hommes, et les Burke et Baruel, les Robison et Morse, l'avaient prédit. Comme un somnambule, l'Occident posa le pied sur toutes les mines qui avaient été placées. Les prophètes anti-révolutionnaires furent minimisés, les orateurs et les auteurs révolutionnaires s'emparèrent du débat et furent applaudis. Les guerres de Napoléon aidèrent à détourner l'attention du public du complot et de l'organisation qui avait été découvert. 10 ans après la Révolution française, les documents des Illuminati et la Révolution française étaient en passe d'être oubliés, les foules commençaient à croire que la société secrète était vraiment morte, ou qu'elle n'avait jamais eu de rôle dans la Révolution, ou bien cela leur était égal. 20 ans après la Révolution française, les Illuminati s'affairaient plus que jamais. Rien n'avait changé, sauf que les disciples de la secte en Angleterre et en Amérique avaient réussi, par leur pouvoir sur les informations publiées, à tromper l'opinion publique et à diffamer tous ceux qui avaient lancé un avertissement. Cette connaissance tardive concernant les Illuminati est récente, Madame Nesta Webster la découvrit grâce à ses recherches. Elle provient des coffres de la police de Napoléon, qui ont maintenant livré leur contenu aux chercheurs et à l'historien. Il montre que, 2 décennies après la Révolution et à la veille de la propre chute de Napoléon, les Illuminati étaient bien vivants et poursuivaient leur but inchangé. François-Charles de Berchem était commissaire spécial de police à Mayence sous l'Empire, et franc-maçon. Il signala en 1810 que les Illuminati avaient des initiés partout en Europe et travaillaient dur pour introduire leurs principes au sein des loges de la franc-maçonnerie. L'illuminisme est en train de devenir un grand et formidable pouvoir, les rois et les peuples en souffriront beaucoup, à moins que la prévoyance et la prudence ne brisent son mécanisme effrayant. Un rapport ultérieur de 1814 confirme entièrement l'affirmation principale de messieurs Baruel, Robison et Morse en 1797 à 99, à propos de la continuation de la société secrète. L'association la plus ancienne et la plus dangereuse qui est généralement connue sous la dénomination des Illuminés et dont la fondation remonte au milieu du siècle dernier, la doctrine de l'illuminisme est subversive pour toute forme de monarchie, la liberté sans limite, le nivellement absolu par le bas, tel est le dogme fondamental de la secte, briser les liens qui lient le souverain aux citoyens d'un État, voilà l'objet de tous ces efforts. 20 ans après l'acte public de pénitence du duc de Brunswick, Berchem notait que,
parmi les principaux chefs, se trouvent de nombreux hommes se distinguant par leur fortune, leur naissance et les dignités dont ils sont investis. Ils croyaient que certains d'entre eux n'étaient pas dupes de ces rêves démagogiques, mais espèrent trouver dans les émotions populaires qu'ils suscitent les moyens de se saisir des rênes du pouvoir, ou en tout cas d'augmenter leurs richesses et leur crédit, mais la foule des adeptes y croit religieusement. L'image évoquée dans ces mots, qui rappellent ceux de Luchet, 25 ans auparavant, est, ou devrait être, familière aujourd'hui, car notre génération a montré à nouveau que l'avidité pour le pouvoir mène toujours les gens riches ou bien connus à s'associer avec des mouvements apparemment hostiles à leur richesse ou renommée, dans la croyance que, par eux, ils pourront peut-être devenir encore plus riches ou plus célèbres. Berkem donne ensuite une description de l'organisation et des méthodes des Illuminati qui reproduit l'image évoquée par la correspondance de Weishaupt en 1786, et pourrait être également une photographie du communisme à l'œuvre au siècle présent. L'extrait suivant montre un groupe de personnages reconnaissables du XXe siècle, et quiconque étudiant attentivement notre époque pourrait attribuer un nom à chacun d'eux, cependant il fut écrit en 1813. Comme la force principale des Illuminés se trouve dans le pouvoir des opinions, ils ont eux-mêmes entrepris dès le début de faire du prosélytisme auprès des hommes qui de par leur profession exercent une influence directe sur les esprits, tels que les littérateurs, les érudits et par-dessus tout, les professeurs. Ces derniers dans leur chair, et les premiers dans leurs écrits, propagent les principes de la secte en masquant le poison qu'ils font circuler sous 1000 formes différentes. Ces germes, souvent imperceptibles aux yeux du commun des mortels, sont ensuite développés par les adeptes des sociétés qu'ils fréquentent, et la formulation la plus obscure est ainsi portée à la compréhension des moins avertis. C'est par-dessus tout dans les universités que l'illuminisme a toujours trouvé et trouvera toujours de nombreuses recrues. Les professeurs qui appartiennent à l'association entreprennent dès le début d'étudier le caractère de leurs élèves. Si un étudiant témoigne d'un esprit vigoureux, d'une imagination ardente, les sectaires se saisissent immédiatement de lui, ils prononcent à ses oreilles les mots despotisme, tyrannie, droit du peuple, etc., etc. Avant même qu'il puisse attacher une quelconque signification à ces mots, à mesure qu'il avance en âge, en lisant des ouvrages choisis pour lui, et par des conversations habilement arrangées, il développe le germe déposé dans son jeune cerveau. Bientôt, son imagination fermente. Enfin, une fois qu'il a été complètement captivé, quand plusieurs années de tests garantissent à la société le secret inviolable et la dévotion absolue, on lui apprend que des millions d'individus disséminés dans tous les États d'Europe partagent ses sentiments et ses espoirs, qu'un lien secret lie fermement tous les membres dispersés de cette famille immense, et que les réformes qu'il désire si ardemment devront arriver tôt ou tard. Cette propagande est facilitée par les associations d'étudiants existantes, qui se rencontrent pour étudier la littérature, pour faire de l'escrime, pour le jeu ou même la simple débauche. Les illuminés s'insinuent dans tous ces cercles et les transforment en foyers pour la propagation de leurs principes. Tel est alors le mode continuel de progression de l'association depuis ses origines jusqu'à l'instant présent, c'est en introduisant dès l'enfance le germe du poison dans les classes les plus élevées de la société, en nourrissant les esprits des étudiants d'idées diamétralement opposées à cet ordre des choses sous lequel ils doivent vivre, en brisant les liens qui les lient au souverain, que l'illuminisme a recruté le plus grand nombre d'adeptes. Ainsi, l'illuminisme survécut-il et prospéra-t-il dans l'obscurité après que ses adeptes, dans les bureaux de rédaction, les chaires d'université et les classes eurent fait taire la clameur publique réclamant son éradication. Depuis lors, la chose perdure depuis environ 5 générations, une proportion d'hommes renommés et une proportion de jeunes hommes dans les universités ont été, à chaque génération, attirés dans ce filet. La seule contre-mesure qui ferait réfléchir les aînés et ouvrirait les yeux aux jeunes imprudents serait une information publique complète sur le monde de la Révolution et ses méthodes, et cela a été refusé de génération en génération, si bien que la secte secrète a maintenu son pouvoir et son emprise. Il ne peut y avoir qu'une seule explication à ce refus des gouvernements, de génération en génération, d'examiner et de démasquer, à savoir qu'à notre époque comme à celle de Weishaupt, la secte a ses adeptes, dans les gouvernements eux-mêmes, notre siècle en a donné suffisamment de preuves.
quid de Weishaupt lui-même, 20 ans et plus après son exposition et l'interdiction de son ordre. En 1808, il cherchait à s'informer sur un point du rituel maçonnique, et ses recherches attirèrent l'attention d'un membre éminent du Grand Orient, le marquis de Chefdebien, qui écrivit alors dans une lettre à un ami que l'illuminisme avait fourni les hommes qui poussèrent à la révolte, la dévastation, l'assassinat. Quand Weishaupt mourut, en 1830, son ordre était probablement plus fort qu'il l'avait jamais été, mais était sur le point de changer de nom. La même organisation, avec les mêmes buts, devait émerger dans les années 1840 en tant que communisme. La suite de cette histoire appartient aux chapitres ultérieurs, et à ce stade, le présent récit prend congé d'Adam Weishaupt, l'homme dont le nom est identifié pour toujours à l'apparition de la Révolution mondiale en tant qu'idée et ambition permanente, propagée par une organisation permanente de conspirateurs secrets dans tous les pays, et n'ayant absolument rien à voir avec le fait de remédier à l'oppression ou l'injustice. Ces mots, elle désirait les aggraver et les perpétuer. Quels que soient ses inspirateurs, quelle que soit la source originelle de sa grande connaissance de la faiblesse humaine, Weishaupt, comme le dit Madame Nesta Webster, rassembla dans ses mains les fils de toutes les conspirations, et fut en mesure de les tisser ensemble en une gigantesque combinaison pour la destruction de la France et du monde. Au sein de son armée, des hommes de toutes classes et d'opinions les plus diverses furent soudés ensemble par des liens d'infamie qui semblaient aussi forts que ceux de la foi et de l'honneur. L'admirable système de compartiments étanches de Weishaupt les mettait dans l'impossibilité d'avoir connaissance de ces differences, et ils marchaient tous, inconsciemment ou pas, vers le même but. S'il y eut de multiples courants de mécontentement auparavant, Weishaupt les fusionna en un seul. Avec lui et l'illuminisme, la vague théorie subversive devint une révolution active, l'état-major fut formé, l'ordre de bataille établi, l'objectif clarifié. Aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, la conséquence en est également claire, la révolution mondiale destructrice doit l'emporter sur la chrétienté et l'Occident, les réduisant tous deux en ruine, ou alors elle sera elle-même écrasée et brisée. Il n'y a aujourd'hui pas de troisième solution ou de moyen terme ou de fin différente au conflit révélé en 1786. Les hommes publics de premier plan, tout comme les partisans de la secte le virent dès le début. Dès 1875, Mgr Dillon énonça avec concision ce fait inaltérable. Si Weishaupt n'avait pas vécu, la maçonnerie aurait pu cesser d'être un pouvoir après la réaction consécutive à la Révolution française. Il lui donna une forme et un caractère qui lui permirent de survivre à cette réaction, de la stimuler jusqu'à aujourd'hui, et qui la feront progresser jusqu'à ce que son conflit ultime avec le christianisme détermine qui, de Christ ou de Satan, régnera finalement sur cette terre. Le présent livre est une étude de la question juive, en tant que question la plus importante dans les affaires du monde à l'heure actuelle. Pourtant, le présent chapitre, le plus long jusqu'ici, sur la Révolution mondiale n'a fait aucune mention de la question juive ou des Juifs. Il y a une raison à cela. 50 ans après la Révolution française, la Révolution mondiale était sous direction judaïste, mais l'instigation judaïste originelle de la Révolution mondiale dans sa phase française ne peut être démontrée. La possibilité reste donc ouverte que la Révolution mondiale n'était pas au départ une entreprise judaïste, mais une entreprise dont la secte dirigeante du judaïsme devint par la suite l'actionnaire principal. Rien de défini ne peut être établi d'une façon ou d'une autre, la dissimulation des pistes est le premier principe des tactiques révolutionnaires. Apparemment, les Juifs ne prirent pas part, ou très peu, à la conspiration maîtresse, celle de Weishaupt et de ses Illuminati, et jouèrent simplement un rôle proportionnel, comme tous les autres acteurs, dans la Révolution française. Quant à la première conspiration, l'autorité principale sur ce sujet, Madame Nesta Webster, dit « Il semble que les Juifs n'aient été admis au sein de l'ordre que dans de rares cas ». Léopold Engel, un personnage mystérieux qui réorganisa l'ordre en 1880, va plus loin, en déclarant que le recrutement des Juifs était interdit.
D'autre part, Mirabeau, un illuminé et révolutionnaire majeur, s'identifia aux exigences et prétentions judaïstes, si bien que toute restriction sur la présence effective de juifs au sein de l'ordre fut peut-être une méthode de couverture, du genre de celle que Weishaupt considérait comme étant d'une importance suprême. Les meilleures autorités à l'époque reconnurent que les Illuminati étaient les instigateurs de la Révolution et qu'ils comptaient des hommes de tous les pays. Le chevalier de Maladi, les auteurs de la Révolution ne sont pas davantage français qu'allemands, italiens, anglais, etc. Ils forment une nation particulière qui a pris naissance et a grandi dans l'obscurité, au milieu de toutes les nations civilisées, avec pour objet de les soumettre à leur domination. C'est également l'image que le chercheur d'aujourd'hui tire d'une étude de la littérature de la Révolution française. Elle diffère entièrement de l'image de la Révolution russe de 1917, à laquelle ces mots ne peuvent s'appliquer. Dans la Révolution française elle-même, en tant que distincte de la conspiration sus-mentionnée, le rôle joué par les Juifs est assez clair, mais semble avoir été celui d'une incitation au désordre, que le Coran leur attribuait, plutôt que celui d'un contrôle ou d'une direction. À vrai dire, il est souvent difficile de distinguer les Juifs, en tant que tels, dans les rapports de l'époque, car les auteurs de l'époque ne les distinguaient pas comme tels. De plus, la Révolution dans sa phase française semblait être contre toute religion et toute nationalité. Dans la phase russe, une fois encore, ce n'était plus le cas. Ainsi, la foule qui apporta des croix et des clochers à l'Assemblée révolutionnaire, pendant que les églises de Paris étaient consacrées au banquet de la raison, comprenait elle aussi des Juifs qui fournirent des ornements de la synagogue pour l'étalage de la profanation. Aussi, au temple de la liberté, un citoyen, élevé dans les préjugés de la religion juive, entreprit de prouver que toutes les formes de culte sont des impostures pareillement dégradantes pour l'homme. Alexandre Lambert fils exprima alors cette protestation contre l'esclavage du Talmud. La mauvaise foi, citoyen, dont la nation juive est accusée, ne vient pas d'eux mais de leurs prêtres. Leur religion, qui leur permettrait uniquement de prêter à leurs compatriotes à un taux de 5%, leur dit de prendre tout ce qu'ils peuvent des catholiques. Il est même sanctifié comme une tradition dans nos prières du matin que de solliciter l'aide de Dieu pour prendre un chrétien en défaut. Il y a plus, citoyens, et c'est le sommet de l'abomination, si une erreur est commise dans le commerce entre juifs, on leur ordonne de faire réparation, mais si sur 100 louis, un chrétien devait en payer 25 de trop, on n'est pas obligé de les lui rendre. Quelle abomination! Quelle horreur! Et d'où tout cela vient-il, si ce n'est des rabbins? Qui a suscité des interdictions contre nous? Nos prêtres. Ah, citoyens, plus que tout au monde nous devons renoncer à une religion qui, en nous soumettant à des pratiques abétissantes et serviles, nous rend impossible le fait d'être de bons citoyens. 9. La ligne en italique de cette citation offre une occasion opportune de faire remarquer que lorsqu'Alexandre Lambert fils prononça ces mots, la période rabbinique de l'histoire judaïste venait de commencer. Avant 1772, date à laquelle la Pologne fut divisée, il y avait toujours eu une autorité visible, centrale, gouvernante ou dirigeante pour toute la communauté juive. Au début c'était le sacerdoce lévitique à Jérusalem et à Babylone. Sous Rome, c'était le parti politique dominant, les pharisiens, qui étaient dans les faits le gouvernement. Après la chute de Jérusalem et la diaspora, c'était le gouvernement mobile, talmudique en Palestine, Babylonie, Espagne et Pologne. Après qu'il eut disparu de la vue en 1772, la période rabbinique commença, où l'autorité sur la congrégation entière de la communauté juive, pour autant qu'elle fût exercée, l'était via les rabbins, en tout lieu. Parmi ceux-ci, naturellement, se trouvaient des hommes de chaque degré de croyance et de tempérament, du plus extrême au plus modéré, mais le présent siècle a montré que la majorité d'entre eux, comme à toutes les périodes précédentes de l'histoire juive, suivaient la loi littérale du judaïsme, qui du point de vue des gentils, évidemment, est l'extrémisme à son extrême. Si les juifs sont ou que ce soit identifiés en tant que juifs, pas simplement en tant que participants dans les pires actes de la Révolution, c'est par vantardise juive et non une accusation gentile.
Par exemple, un auteur tel que M. Léon Kant se donne du mal pour associer les Juifs, nommément, à l'attaque contre le roi et la religion, et ce, 100 ans après les événements. C'est un exemple de l'effort laborieux, qui peut être retracé dans une bonne partie de la littérature judaïste, pour démontrer que rien de tel ne peut arriver dans le monde, sauf de la main de Jéhovah, c'est-à-dire des Juifs. M. Léon Kant ne pouvait apparemment dépeindre la Révolution française en d'autres termes que ceux de Daniel et Balthazar. N'eût été la Révolution russe, on pourrait oublier M. Léon Kant. Une fois de plus, c'est l'époque actuelle qui donne à ces descriptions d'événements anciens leur allure de vérité. Durant la période suivant la Révolution française, il semble que les Juifs, par leurs leaders, semblèrent uniquement tirer profit de la situation, comme ils en avaient le droit. Cependant, à la lumière de ce qui s'ensuivit, il est significatif que les Juifs qui en profitèrent furent les Juifs de l'Est, et que ces convertis au judaïsme non sémitique ouvrirent à ce moment-là une première brèche dans les murs de l'Occident. La plupart des Juifs de France étaient séfarades, descendants de ces Juifs espagnols et portugais qui avaient au moins quelques traditions ténues les liant à la Palestine. Tous les handicaps dont ces Juifs établis depuis longtemps souffraient encore prirent fin par le décret de 1790, qui leur accordait tous les droits des citoyens français. En Alsace, une communauté d'Ashkénazes, les Juifs slaves, était apparue, et ces visiteurs venus de Russie n'étaient pas du tout appréciés, au point que la proposition de leur accorder la citoyenneté provoqua des débats orageux au sein de l'Assemblée révolutionnaire, et une insurrection chez les paysans alsaciens. À cette occasion, les avertissements devenus familiers à l'Occident au cours des siècles précédents se firent à nouveau entendre. L'abbé Maury dit aux députés citoyens, les Juifs ont traversé 17 siècles sans se mélanger aux autres nations. Ils ne doivent pas être persécutés, ils doivent être protégés en tant qu'individus et non en tant que Français, puisqu'ils ne peuvent être citoyens. Quoi que vous fassiez, ils resteront toujours des étrangers parmi nous. L'évêque de Nancy Akieka, on doit leur accorder protection, sécurité, liberté, mais devrions-nous accepter dans la famille une tribu qui lui est étrangère, qui sans cesse tourne les yeux vers un pays commun, qui aspire à abandonner la terre qui la porte? Le bien-être des Juifs eux-mêmes nécessite cette protestation. Les Juifs séfarades protestèrent aussi, nous osons croire que notre condition en France ne serait pas aujourd'hui remise en question si certaines demandes des Juifs d'Alsace, de Lorraine et des trois évêchés n'avaient pas causé une confusion d'idées qui semble se refléter sur nous. À en juger par les documents officiels, elle semble assez extraordinaire, puisque ces Juifs aspirent à vivre en France sous un régime spécial, à avoir des lois qui leur seraient particulières, et à constituer une classe de citoyens séparés de toutes les autres. Cette protestation juive, une protestation récurrente à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui, et toujours ignorée par les dirigeants gentils, fut aussi vaine que celle des marchands de Paris, 30 ans auparavant, contre l'ouverture de leur corporation aux Juifs. Le marchand français dirige son commerce seul, chaque maison commerciale étant un sens isolé, tandis que les Juifs sont des particules de mercure, qui à la moindre inclinaison se rassemblent en un bloc. Malgré toutes les oppositions, le décret émancipant les Juifs d'Alsace fut adopté en 1791. Au moment où Napoléon accéda au pouvoir, un problème juif de premier ordre avait ainsi été créé pour lui, et, après son échec à le résoudre, pour le monde. Dès ce moment, la secte dirigeante de la communauté juive employa tous ses efforts à réduire l'autorité des Juifs originels, les séfarades, et à accroître celle de leur groupe compact d'Ashkénazes à l'Est. À partir de là, les Ashkénazes commencèrent à s'installer en Europe, et plus tard en Amérique, pour assumer la direction de la révolution mondiale et emporter partout avec eux l'attaque contre tout gouvernement, religion et nationalité légitime. Ce développement suivit la Révolution française, c'est-à-dire la première phase de la Révolution mondiale, qui fut comme l'ouverture d'une porte ou la rupture d'une digue. À l'époque, tout ce que l'on pouvait raisonnablement dire sur les Juifs eu égard à la Révolution, c'est qu'ils y avaient été impliqués comme les autres hommes, et en avaient profité plutôt plus que les autres hommes. La suite projeta une lumière différente sur tout cela, et commença à montrer une direction judaïste, et non une simple participation.
car au cours du demi-siècle qui suivit la révélation du projet de révolution mondiale et l'éruption en France, les processus historiques de la communauté juive et de la révolution mondiale ne restèrent plus séparés ou distincts, ils convergèrent. La conspiration ininterrompue et, les Juifs, dans le sens de la secte dominante, devinrent alors identiques et ne purent plus être regardés séparément. À partir du milieu du XXe siècle, la révolution mondiale fut sous leadership juif, quelle que fût la réalité des faits auparavant, elle passa alors entre ces mains-là. Le témoin d'autorité, dont les paroles, tout comme celles de Luchet, d'Alexander Hamilton et d'Edmund Burke auparavant, furent pleinement confirmées par les événements, fut un certain Benjamin Disraeli, Premier ministre d'Angleterre.